Salut Alex Viséo et bienvenue du coup dans notre podcast Go for a Break, le podcast qui prend le temps de s'arrêter pour discuter de projets, de valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc déjà, merci de ton temps. Donc format un peu différent d'habitude puisque tu es à Bali actuellement. Du coup, on fait ça en format visio, un peu compliqué pour toi de venir dans nos bureaux nantais. Donc déjà, salut et puis enchanté Alex. Salut Kevin, enchanté, ravi. Effectivement, je suis à Bali, mais grâce à ce méchant Covid qui a accéléré, on va dire, l'apprentissage de Zoom, tout le monde est à peu près familier avec ça et c'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir partager avec vous. Eh bien, écoute, top, plaisir partagé. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Je crois que tu as eu un peu plusieurs vies dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous présenter par quoi tu es passé, tes différents projets et où tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Alors moi, j'ai fils d'ouvrier qui a fait peu d'études. Je me suis vite lancé dans le monde du travail. J'avais 21 ans. Je suis arrivé au service client dans un mail center d'une boîte. Et puis j'ai suivi un petit peu le parcours. Je me suis donné à fond dans le parcours qu'on m'avait toujours promis pour être heureux. Donc, c'est-à-dire un bon job et puis avoir la sécurité. Et puis, vu que je me suis donné à fond, bah, j'ai réussi à avoir une promo interne chaque année. Et je me suis retrouvé cadre à 25 ans, sans vraiment de diplôme. À 27, j'étais directeur de clientèle à la régie pub de cette même boîte, parce que j'ai une promotion interne qui m'a fait à chaque fois aller un peu plus vers l'avant. Et un jour, je me suis dit, mince, en fait, tout ce qu'on m'a promis, en fait, c'était un peu un scam pour moi. C'était pas du tout adapté à qui j'étais, ce que je voulais. Et j'ai commencé à me dire, mais à quoi elle ressemble la vie quand on s'écoute, quand on la vit, quand on prend des décisions, pas parce qu'il y a une espèce de légende urbaine qui dit ce qu'est le bonheur, mais comment toi, en fait, tu ressens les choses et dans ta vie pro, ce qui va pouvoir te rendre heureux. Donc, j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde. Et à ce moment-là, j'ai commencé à créer un blog et faire des vidéos pour partager ma passion du voyage parce que j'avais vu justement tout ce que ça m'avait apporté, l'ouverture d'esprit. C'est ça qui m'avait permis un peu de voir le monde autrement. Et j'ai tellement aimé ça qu'en fait, en rentrant, ben, j'ai commencé à rêver d'un job qui n'existait pas à l'époque. Influenceur voyage, ça n'existait pas. Même blogueur, c'était pas un métier, c'était juste un petit passe-temps, tu vois, que les gars ils faisaient comme ça pour rigoler. Et j'ai pas lâché. J'ai mis 3 ans en fait à continuer de partager ma passion gratuitement jusqu'au jour où bah, l'influence marketing a commencé à devenir une tendance, à avoir une vraie demande. Et puis j'ai commencé à faire une première mission, puis une deuxième, puis à partir de là, c'est jamais arrêté. Et en fait, pendant 10 ans, j'ai eu cette vie-là de parcourir le monde et de donner aux gens l'envie de voyager en créant du contenu qui les aide, qui les inspire, jusqu'à il y a 1 an et demi, 2 ans. Juste avant le Covid, tu vois, j'ai arrêté le voyage juste avant le Covid, un Au petit bon instinct. moment. Moi, je sais pas, le pif. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce que j'aime profondément? Et j'ai compris que ce que j'aimais en fait, par-dessus tout, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves, à avoir une vie qui les fait vibrer. Parce que quand j'ai moi switché, j'ai compris ce que ça m'avait apporté en fait. J'ai compris toutes les émotions en fait qui se passent à l'intérieur de soi, le vrai bonheur, le vrai alignement, et qui est une quête permanente. Parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent. Mais je me suis dit, waouh, il faut absolument que je transmette ça. Avant, je le faisais avec le voyage. Comment je peux continuer à le faire? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres de voyage et que tu vois la vie différemment? Tu as envie souvent de changer de métier ou avoir une vie qui te ressemble plus professionnelle. Donc, je me suis dit, OK, comment je les aide? Qu'est-ce que je sais faire dans le monde pro? En fait, je sais raconter des histoires, créer du contenu, avoir une visibilité, créer une communauté autour de moi qui m'a permis de jamais être out of job pendant 10 ans et d'avoir toujours des demandes entrantes et en permanence. Donc, je me suis dit, la plupart des freelances et des entrepreneurs qui se lancent, c'est ça en fait leur galère. C'est pas qu'ils sont pas bons dans ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des clients. Donc, je me suis aujourd'hui lancé dans le personal branding. Donc, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu pour justement aider tous les indépendants et les gens qui sont dans le business à créer du contenu et à attirer des clients en permanence et attirer les bons clients et avoir une vraie visibilité pour voilà, jamais être en problématique d'avoir à galérer à faire un chiffre d'affaires parce que on n'arrive pas à trouver de clients. Et c'est surtout de le faire de façon naturelle, authentique et pas avoir à faire du call calling, qu'on appelle en ricain, démarchage par téléphone, etc. Un On va faire truc des que choses qui personne sont n'aime agréables. faire. Voilà. Donc, c'est attirer les gens naturellement à soi en partageant de la valeur et c'est ce que j'apprends aujourd'hui aux gens. Top. Bah, ça me parle carrément ce que tu me dis, puisque avant de créer Ngo Shoes, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Et tu vois, OK. un peu comme toi, j'ai suivi. Tu vois, on m'a dit fais des études. Alors j'ai fait des études, j'étais bon élève, j'étais bon en gestion, donc j'ai été vers là, mais sans me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie, de ce qui me rendait heureux, etc. Et tu vois, à 25 ans,
Je me suis dit, j'ai envie de plus de sens dans ma vie déjà, de me sentir utile. Et puis j'ai envie de vivre pleinement ma vie, d'avoir de l'adrénaline, etc. En fait, je l'avais dans mes voyages, dans mes vacances. Et en fait, j'attendais que ça. J'attendais que de partir en voyage. Et je me suis dit, attends, je peux pas attendre d'être heureux qu'en voyage X semaines dans l'année, quoi. Et du coup, après un dernier voyage au Mexique, c'est là où j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, il faut que je crée une boîte. J'avais pas de business model, j'avais pas forcément d'idée, mais par contre, je me suis dit, il faut que je crée une boîte autour de mes valeurs, quelque chose qui fasse sens. Et du coup, vu qu'en Amérique latine, j'ai adoré tout ce qui était artisanat et notamment artisanat ethnique, et ben l'idée, elle est venue de là. Elle est de, OK, on va créer quelque chose autour du commerce équitable, autour de l'artisanat, mettre en place un cercle vertueux dès le début de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Là, c'était avant même d'avoir un business model, on avait la RSE dans l'entreprise. Et j'en ai parlé à mon pote Ronan. Et voilà, lui, il a travaillé au Vietnam plusieurs années. Et du coup, il a apporté le Vietnam, il est reparti là-bas et tout s'est créé. Et ensuite est venue la chaussure. Et voilà. Donc, du coup, ça me parle carrément ce que tu dis. C'est le moment où tu t'arrêtes et tu te dis, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et c'est vrai que ça, on ne nous l'apprend pas. Des fois, ça vient à la quinzaine, des fois à 30 ans, et puis des fois jamais. Donc ça me parle carrément. Mais en fait, la vraie question, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et le problème, c'est que la question, je pense qu'elle est pas avec le bon verbe, c'est qu'est-ce que tu veux être de ta vie? Tu vois ce que je veux dire? C'est qui tu veux devenir? C'est quoi la personne que tu as envie d'être? Et dans le fait d'être, oui, il y a de l'action, mais en fait, les actions, c'est juste un outil en fait pour être. Tu vois, c'est quel genre de personne tu as envie de devenir dans la société, par rapport à tes amis, par rapport aux gens que tu aimes, dans le monde professionnel. Enfin, tu vois, pour devenir cette personne, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est ça les questions qu'il faut vraiment que tu te poses. Ouais, Parce que le problème des gens qui disent qu'est-ce que je veux faire, ils le font, mais souvent, tu sais, il y a un moment, ça ne clique pas. Et même s'ils le font super bien et qu'ils sont riches et qu'ils pètent le game, ils font des millions, ils se disent c'est pas ce que tu crois être riche en fait. Oh ouais, c'est pas parce qu'en fait, il leur manque l'échelon en fait. C'est qu'ils ont juste eu un outil, ils ont eu un marteau, ils ont planté des clous partout. Alors c'est super, il y a plein de clous, c'est génial, mais ils disent mais c'était pour quoi faire en fait. Ouais. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est qui tu veux être, qu'est-ce que tu es dans la vie et du coup qu'est-ce que tu fais pour le devenir. C'est ça. Et on en revient du coup souvent, on en revient à la question du sens et qu'est-ce qui fait sens pour toi dans la vie. Et souvent, alors tout le monde n'est pas forcément attiré par des valeurs écologiques, sociales ou sociétales ou autres, hein. Mais tu vois, nous, dans nos recrutements, à chaque recrutement, c'est fou, déjà le nombre de candidatures qu'on reçoit et le nombre de candidatures hyper variées. On va voir de l'étudiant qui termine ses études jusqu'à des cinquantenaires qui veulent se reconvertir, qui sont prêts des fois à casser leur salaire, à venir sur Nantes alors qu'ils ne sont pas de Nantes, etc., juste pour trouver un job avec du sens, avec des valeurs. Et en fait, juste, ils ont enfin, ils savent ce qu'ils veulent être et ils sont prêts à passer le cap à tout moment. Et je trouve ça, c'est plutôt bénéfique de voir ça. Tu dis, OK, les gens se posent la question, là où peut-être la génération de nos parents et encore moins de nos grands-parents se posaient moins ces questions-là. C'était un peu plus tracé, la sécurité passait avant tout. Et aujourd'hui, on ose. Et c'est normal. C'est normal, c'est une question de contexte. Tes grands-parents, ils étaient en mode survie. Donc, en fait, ouais, voilà. ils travaillaient pour survivre. Tes parents, ils ont été en mode, on n'est plus à survivre, on peut enfin profiter. Mais du coup, on a encore un petit doute que ça puisse partir en couille. Il y a encore les stigmates des parents qui disent, fais gaffe, la vie, c'est chaud. À tout moment, ça peut, ils ont vécu les guerres mondiales, ça peut partir en couille. Profite, sécurise et on verra. Et toi, en fait, tu n'as vécu que dans une société, une génération où il n'y a jamais eu de guerre chez toi, tout s'est bien passé, l'économie, elle explose, la sécurité, les loisirs. Donc, en fait, tu dis, bon, je n'ai pas à flipper que demain, je manque de quelque chose, je n'ai pas à flipper potentiellement qu'il y ait une guerre. En tout cas, bon, ils font toujours un peu flipper, mais en gros, il n'y a jamais eu autant de stabilité économique, etc. Donc, tu dis, bon, OK, ça c'est varié. À quoi je dois… C'est quoi le next step? Et le next step, c'est une fois que tu as ça, c'est la pyramide de Maslow, c'est comment tu te réalises. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, tu parles des parents. Moi, mes parents sont pas entrepreneurs et j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Donc, quand je leur ai dit que je quittais le boulot d'expert comptable, qui est quand même assez sûr et bien rémunéré, pour créer une marque de chaussures, tu vois, le premier retour a pas été super positif. Au final, après, ils m'ont soutenu à fond puisque c'est eux qui ont reçu la première prod de 1000 paires à l'époque
en 2017 dans leur garage et que j'envoyais les paires depuis leur garage dans une commune à côté de Nantes. Mais tu vois, ouais, clairement, le premier réflexe de mes parents, ça a été de dire ouais, c'est une petite crise, ça lui passera, quoi. Et au final, non, ça n'est jamais passé. Aujourd'hui, ils sont hyper heureux de me voir heureux et ils me soutiennent à 200% et ils sont hyper fiers, quoi. Donc ouais, je partage carrément ce que tu dis sur le contexte, sur la pyramide de Maslow. Toi, si tu avais un conseil à donner à ceux qui, justement, sont en quête de savoir ce qu'ils veulent être, si tu avais un conseil pour soit passer à l'action, soit carrément trouver, en fait, ce qu'ils veulent être. Ouais, ça me parle. Pour te dire, j'ai même sorti une formation là-dessus, sur la Viso Bah, Academy, parce que j'ai vu en fait que les méthodes que j'ai appliquées, que j'ai affûtées à chaque fois, parce que moi, c'est une chose que je fais à peu près tous les 6 mois, je me refais mon introspection. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, la méthode introspection, parce que au début, ça me prenait beaucoup de temps, et puis à force de le faire tous les 6 mois et régulièrement, c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand tu fais du sport ou comme quand tu fais je sais pas, le nettoyage de printemps, si tu le fais tous les 6 mois, ça va. Si tu l'as pas fait depuis 10 ans, tu vois, il y a peut-être prendre faire à la scie, il y a des trucs qu'on poussait, tu vois, ça va être compliqué de déraciner certaines choses. Euh, la première étape, elle est simple en fait. C'est avant de savoir ce que tu veux faire, c'est toujours pareil. Il faut savoir ce que tu es, tu vois. Et savoir ce que tu es, ça passe par faire certains tests de personnalité. Ça passe par embrasser à la fois, prendre conscience, assumer et être fier de tes qualités et de tes défauts. Et c'est tout aussi difficile l'un que pour l'autre. Parce qu'on n'ose pas dire, bah ouais, tu sais, je suis bon là-dedans. C'est pas de l'arrogance, dire voilà, je suis bon naturellement, ou j'ai même bossé ce skills, je suis bon là-dedans. Donc c'est peut-être dans ce type de métier qui implique cette compétence dans lequel je vais pouvoir me diriger. C'est quoi mes défauts, c'est quoi mes points faibles. Donc justement, pareil, tu sais, quand tu sais pas ce que tu veux devenir ou qui tu veux devenir, eh ben, commence par un processus d'élimination. C'est beaucoup plus simple. Ça, je veux pas être. Ça, je veux pas faire. Ça, j'ai pas envie de ce quotidien-là. En fait, c'est te dire qu'est-ce que tu ne veux pas déjà. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi, du coup, embrasser tes défauts, tes points faibles que tu pourras peut-être bosser. Et quand tu commences, en fait, à assumer, tu peux demander aussi à tes proches, hein, mais quand tu commences à prendre conscience de vraiment qui tu es et de ce que tu n'es pas, c'est beaucoup plus simple après de dire, OK, en fait, là, déjà, le chemin, l'étau, l'entonnoir, il se resserre. C'est beaucoup plus simple que ça. Et après, c'est de se dire, OK, maintenant, je sais ce que je sais faire. C'est quoi mes valeurs, justement? Est-ce que c'est peut-être moi la réussite sociale? Est-ce que c'est l'argent? Je ne suis pas du tout une critique de rien. Est-ce que c'est justement quelque chose qui va me permettre d'avoir un impact sur des communautés, sur l'environnement, sur ma ville, tu vois? Et ça, déjà, tu vas peut-être comprendre, tu vas peut-être pouvoir shifter. Est-ce que mes valeurs, c'est la liberté et que finalement, j'ai un besoin actuel, égoïste, de me réaliser? Donc, j'ai peut-être envie de voyager, j'ai peut-être envie de partir dans la Creuse, dans une maison autosuffisante et justement avoir un job en remote qui va être dans le digital ou peut-être expert comptable remote. C'est pas forcément changer de métier parce que des fois, c'est de se dire qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être? Et donc, j'ai envie d'être quelqu'un qui est en remote, mais qui reste en France, mais qui est dans un contexte de routine qui fait plus de sens. Donc, OK, en fait, c'est peut-être la localisation qui va plus. C'est peut-être un quotidien que je dois me recréer, mais en fait, mon job, je suis parfaitement bien dedans et je veux rester employé, mais différemment. Ou inversement, j'ai besoin de me prouver des choses. J'ai besoin des fois peut-être de bosser comme un taré et prendre 3 mois off. Donc, peut-être que je vais être freelance. Ah en fait, moi, j'ai peut-être envie de construire quelque chose. Donc, en fait, je vais peut-être être entrepreneur et je vais rassembler des gens. Donc, au début, je vais faire avec un pote, puis après, je vais recruter quand ça va bien. Je vais réinvestir tout mon temps et l'argent qu'on se fait, tu vois. Donc, c'est apprendre à se connaître dans ce qu'on est, dans ce qu'on n'est pas. Et déjà, quand tu as posé tout ça à plat, c'est beaucoup, beaucoup plus simple pour aller passer un step et commencer à tester. Et après, le vrai truc qui est important à garder en tête, c'est que rien n'est définitif dans la vie, à part malheureusement peut-être des accidents, des choses de santé très, très compliquées. Et Inch'Allah, j'espère que ça n'arrivera à personne qui nous écoute. Mais hors dehors de ça, tu peux dire, tiens, regarde, en ce moment, je suis à Bali. Moi, mon challenge, c'est j'étais venu à Bali pour me dire, putain, ça fait 10 ans que je voyage tout le temps. J'ai besoin de m'en créer. J'ai besoin de me créer un quotidien qui me ressemble, qui me fait du bien. Loin de certaines choses qui me déplaisent actuellement en France, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas revenir. C'est pas parce que je suis à Bali que c'est fini. Je suis à Bali, c'est non. Et peut-être qu'après, je vais aller en France, peut-être après, je vais repartir ailleurs, peut-être qu'après, je vais partir de différents endroits en France. Il n'y a rien. En fait, la valeur d'un moment de ta vie n'est pas corrélée avec sa durée. Il y a un truc qui peut changer ta vie et durer une semaine. Il y a un truc qui peut durer 10 ans dans ta vie et c'est le tunnel un peu soporifique de ta vie ou qui est très bien. Et que justement, tu as trouvé ce tunnel et que ce tunnel a duré 10 ans et c'est génial et tu l'entretiens
Mais un jour, boum, au bout de 10 ans, tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer. Tu vois. Donc, c'est ne jamais mettre ne dire si jamais rien n'est permanent. Tu prends une décision, tu l'appliques, tu la testes, c'est cool, continue. Il y a un moment, c'est plus cool. Eh ben, tu arrêtes et tu changes et tu évolues. Et déjà, si tu appliques tout ce que je t'ai dit, tu devrais pouvoir avancer et y voir plus clair. Très cool. Du coup, j'ai envie de dire rendez-vous dans ta formation pour ceux qui veulent aller plus loin et en savoir plus. Tu as fait Avec plaisir. Un beau résumé, une belle intro. Si on en revient à ton parcours, toi, tu es passé par là au moment où tu t'es dit, OK, je change de vie, je deviens blogueur de voyage. Comment tu le disais, hein, ça n'existait pas ce métier avant. Aujourd'hui, on peut se dire, je voudrais être influenceur voyage ou blogueur voyage. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, je peux devenir blogueur de voyage et surtout, je peux en faire mon métier, je peux en vivre. À quel moment ça t'est venu à l'idée? En fait, j'ai tellement aimé. En fait, c'est simple. Quand tu aimes quelque chose au point d'être OK de le faire tout le temps gratuitement, et ben en fait, tu dis si j'arrive à gagner de l'argent avec ça, en fait, je serai le meilleur et je serai le plus heureux du monde. Je serai le meilleur parce qu'en fait, moi, je m'en fous, puisqu'à la base, je le fais gratos. Et je compte pas mes heures parce que je kiffe, en fait. Pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de plaisir. Donc, forcément, j'éclaterai tout le monde, entre guillemets, mais c'est pas une question de battre quelqu'un, c'est une question de si on peut gagner de l'argent, j'y arriverai, puisque de toute façon, moi, je m'en fous, je l'ai fait 3 ans gratos. Donc, je peux continuer à le faire en étant payé. Et comment je me suis dit, est-ce que je peux le faire? Je dis, en fait, si je ne sais pas, je ne saurais pas. Et évidemment, aujourd'hui, c'est simple. Tu as 40 000 modèles. Tu as 40 000 modèles de gens, des gens qui t'expliquent comment faire. Tu as des formations même pour créer du contenu, apprendre à créer du contenu. Tu as des formations pour monter un business. Donc maintenant, tu vas-y pour 2 000 à 3 000 balles. En 2 mois, mec, tu vas faire ce que moi, j'ai dû apprendre en 3 ans tout seul. Parce que moi, il n'y avait pas tous ces contenus, il n'y avait pas tous ces mentors à suivre en ligne. C'est génial, c'est une source de motivation, de connaissances. Enfin, t'imagines 3 000 balles pour 3 ans. Enfin, tu vois, moi, et encore en 3 ans, je tâtonnais à peine. C'est 3 000 balles. Moi, on me dit pour 3 000 balles, tu as 10 ans d'expérience. Mais gars, même si j'ai pas l'argent, je fais un crédit. Tu t'imagines 10 ans de ta vie pour 3 000 balles, de quoi on parle, tu vois? Les gens aujourd'hui, ils chialent pour des formations à 500 balles. Je fais, les gars, vous vous rendez pas compte. Tu chiales pour 500 balles. Mais avant, tu chialais parce qu'il n'y a rien qui existait. Et que avant, le problème des formations, des trucs de fiscalité, d'immobilier, c'est que si tu n'as pas un oncle ou un pote ou quelque part d'un mec qui connaît quelqu'un qui va te filer des conseils, tu les as pas parce qu'ils se les gardent pour leur gueule. Donc, comment j'ai voulu faire? Je dis, en fait, je sais pas. En vrai, je sais pas faire. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Hein. Je savais pas apprendre. Je savais pas qu'il fallait apprendre. Et une fois que j'ai voulu apprendre, je savais pas comment apprendre. Je savais pas comment chercher l'info. Même si pour aujourd'hui, ça paraît bête pour certaines personnes. Et encore, je pense aujourd'hui, les gens le font très mal. Donc, j'avançais par empirisme, par expérience. Le pire des trucs que tu peux faire aujourd'hui. Plutôt que suivre un modèle, ce qu'on appelle par mastering. C'est-à-dire que tu suis une formation, un modèle, un mentor, un coach, ce que tu veux. Et là, tu es que exponentiel parce que tu vas suivre un mec qui a déjà réussi. Qui essaie d'apprendre le karaté tout seul dans son salon? Personne. Sans regarder de tuto. Personne. Ça n'existe pas. Tu vas t'inscrire dans un club, tu suis un maître qui l'a fait. Terminé. Dis-toi, chaque chose que tu veux faire et que tu as vraiment envie de te donner les moyens dans la vie d'y arriver, tu prends un coach, une formation ou des tutos, mais ça revient au même, c'est un espèce de coach virtuel gratuit. Ouais, c'est ça. Et tu le fais et tu avances comme ça. Et toi, tu n'avais pas de coach? Non, et surtout, je tâtonnais, je faisais des erreurs, j'ai appris comme ça. Donc forcément, tu as des périodes de tu comprends des trucs, tac, tac, ça se passe bien. Puis après, tu as des moments de plateau. Puis après, tu as des moments de démotivation, donc tu redescends. Puis après, boum, tu remontes. Donc comment j'ai fait? J'étais viscéralement convaincu que j'avais envie d'essayer d'y arriver. Je ne savais pas si j'y arrivais, mais j'avais envie de me dire, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Tant pis, j'ai 27 piges, 28 piges, même après, quand je fais une tour du monde, je retourne sur le canapé des potes. Tant pis, j'ai pas mon niveau de vie de cadre, mais en fait, je m'en foutais. J'étais à Disney en vrai. J'étais en train d'essayer d'y arriver. J'étais dans mon jeu, j'étais dans mon game. Et donc, je faisais des trucs, je faisais des missions freelance à côté de mon ancien job. J'étais un peu commercial, etc. Et puis, je refaisais des missions, ceci. Puis, j'arrivais à gagner un peu d'argent. Puis, un jour, on m'a appelé pour une première mission. Pim, pam, poum. Je dis, OK, moi, je vais la killer, cette mission. Pour mon audience, je veux que ce soit aussi quali. Pour les clients, je veux qu'ils soient ultra contents. Et moi, je vais prendre du plaisir. Et boum, le triangle de cristal. Et tout de suite, j'ai fait très attention à ce triangle de cristal. Et mon téléphone, il n'a pas arrêté de sonner pendant 7 ans. Et pour ça que pendant 10 ans au total, j'ai eu cette vie-là. Et c'était quoi cette première mission? Et je fais un bisou à Stéphane Canarias, qui était le directeur de l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde.
Ok. en Corrèze. Et je l'ai recalé la première fois pour te dire. Ah oui? Je le dis souvent, ouais, parce que j'étais en mode, moi, je voyageais à l'autre bout du monde, je kiffais, je le faisais par plaisir. Et je dis, ah, il m'appelle, il me dit, ouais, on m'envoie un message. Je dis, ouais, non, je pars en Jordanie, je vais faire un trek sur des purs sangs arabes, je vais faire du stop dans le désert, truc. J'étais un peu genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse des vidéos là-bas, tu vois. Puis il me rappelle, il me dit, non, mais j'aimerais bien que tu fasses. J'étais là, je vois, mais il me dit, mais tu sais, je te paye. Je fais comment ça? Je dis, bah, tes vidéos, elles donnent envie de voyager. Si tu fais chez moi, tu sais, on n'a pas beaucoup de budget. Du coup, les petits offices de tourisme, ils doivent toujours essayer d'être à l'affût des nouveaux, tu vois, types de leviers de communication, les trucs un peu smart. Je dis, attends, je fais comme d'hab, à ma façon, hein, mais je suis payé. Il me fait, ouais. Là, j'ai fait, ok, ok, je vais venir. Et je vais venir. Et je vais faire mon max pour être qui je suis comme d'hab et en apportant de la valeur à tout le monde. Et après, il y a l'Office de tourisme d'Allemagne qui m'a appelé, pareil, parce que c'est un office de tourisme qui a finalement très peu de budget, parce que c'est pas un pays qui mise beaucoup sur son tourisme. J'ai killé le truc aussi. Puis après, ça s'est jamais arrêté. Donc finalement, toi, tu as été visionnaire de créer ça et Brive-la-Gaillarde, l'office de tourisme de Brive-la-Gaillarde a été visionnaire de faire appel à un influenceur, alors qu'à l'époque, on parlait pas encore d'influenceur. Finalement, ça a Bien été sûr. peut-être un des premiers offices de tourisme de France à faire appel à ce genre de Bien service. sûr. Et Et aujourd'hui, en tous les fait, offices de tourisme le font. bien sûr. Et en fait, comment j'ai fait pour me faire payer d'un métier qui n'était pas payé? Parce qu'en fait, ce qu'il y avait en fait dans les offices de tourisme, c'est qu'ils avaient bien l'habitude depuis des années de faire des voyages de presse. Donc, on envoie des journalistes, on leur fait vivre leur best life pendant un week-end, une journée, une semaine en fonction de qui tu es, où tu dois aller, pour qu'on espère que si ça s'est bien passé et que monsieur le journaliste a passé un bon moment, et il rédige un papier sympa sur toi dans Le Monde, dans le Figaro, dans je ne sais quoi, tu vois. Euh, et le problème, c'est que du coup, c'est pas le problème, mais ils avaient cette habitude-là de dire, bah, toi, blogueur, je t'envoie et tu fais un article derrière, tu fais des photos sur ton Insta qui démarrait, truc, machin. Je disais non, en fait. Moi, je viens pas à tout. J'ai jamais fait de voyage de presse. Jamais. Pourtant, on t'a invité dans les trucs de ouf. Et je dis, Ouais. moi, soit je fais à mon kiff, soit je fais à mon kiff et que, donc, avec le nombre de vidéos que j'ai envie de faire, le nombre de posts, soit on se dit, je fais toujours à ma sauce, mais on produit une certaine quantité de contenu qui s'est prévu en amont. Et comme tu paierais une boîte de prod et tu lâcherais un bras, un rein et un œil pour payer parce que ça coûte une blinde ou un photographe, etc., moi, je te fais tout en plus. Je suis pakistanais de la production de contenu et je te le fais en plus avec une audience qui est déjà capée. Donc, en fait, toute la prod, je te le fais pour pas cher et en plus, la diffusion, je te le fais presque gratos, tu vois. Donc, en vrai, je dis, c'est le meilleur deal du monde et vous en rendez pas compte. Donc, non, je ne vais pas le faire gratos, un deal que tu paierais que tu as payé 5 000 ici, 10 000 par là, et moi, tu vas me filer 100, 200 balles au début. Enfin, non, tu ne peux pas le faire gratos. Et les gens, même si j'ai jamais été très impliqué dans la sphère de la blogosphère francophone de blogueur voyage, il y a des choses qui ne m'allaient pas, mais je disais tout de suite, je dis les gars, arrêtez de chialer de ne pas vous faire payer. Si en fait, t'es tellement en fait, tu dis oui, bah, j'ai bien envie d'aller, je sais pas, en Repdom, gratos. Bah, il faut dire non. Parce que Ouais. pourquoi en fait un office de tourisme va voir qu'il y a l'autre office de tourisme qui t'a pas payé, qui t'a envoyé comme ça, pourquoi il te paierait? Et toi en fait. Et c'est ça le truc, c'est accepter d'avoir une vision et de donner les moyens d'y arriver et d'être ferme là-dessus et de savoir pourquoi tu le fais. C'est pas juste je veux me faire payer pour me faire payer, c'est que tu as une vraie logique derrière. Et à partir de là, en fait, si tu es carré sur tes positions, mais que tu te donnes à fond, peu importe le choix que tu as fait, parce que tu pourrais dire, bah non, moi j'ai un métier à côté, influenceur voyage, blogueur voyage, c'est un passe-temps. Évidemment que j'accepte tous les voyages de presse, mais va à fond là-dedans et fais-le bien, comme ça tu te feras inviter à chaque fois. Et ça, c'est OK. Mais il ne faut pas venir se plaindre, en fait. Tu ne peux pas demander le beurre, l'argent du beurre et être incohérent, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à tout de suite me faire payer et d'être un des premiers à me faire payer sur Influence Voyage. Et ça, c'est le problème, entre guillemets, de beaucoup de freelance, en tout cas de gens qui se lancent en freelance, et peu importe le secteur, c'est que c'est très dur de connaître ta valeur, de fixer tes prix, et comme tu dis, de ne pas démordre sur ces prix. C'est-à-dire que mon prix, il est de 500 euros pour telle mission, tu me proposes 200, je dis non, c'est 500 ou c'est rien. Et parce que sinon, tu payes pour rien, tu travailles pour rien, je veux dire, et puis Alors, enfin, Kevin, après, c'est ma vision, attention, c'est-à-dire que, euh, attention, et, attention à ça. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu démarres, euh, en fait, il y a plein de choses que tu dois combattre. C'est peut-être l'espèce de syndrome de l'imposteur en fonction de ton ancienneté. C'est peut-être te dire, bah, j'ai besoin de payer mon loyer. Donc, il y a un moment, il faut banquer des clients. Et à partir du moment en fait, où tu arrives à ce seuil de toutes mes charges fixes
sont payés et voilà, même un ou deux petits verres ou un petit kiff, mais de façon modeste, c'est bon, c'est verrouillé. Là, tu peux commencer à faire des devis où tu dis, c'est ma vraie valeur. Et après, même quand tu commences à avoir des devis qui sont un espèce de budget qui rentre, qui est tout à fait convenable, tu dis, bah, je m'en fous, j'ai pas besoin de cet argent. Oui, ça serait cool, mais viens, j'essaie de monter le prix pour voir, tout en se disant que c'est toujours faire. Enfin, moi, je suis partisan de chercher des prix qui sont faire, mais des deux côtés. Et souvent, malheureusement, les freelances sont sous-payés, donc tu as pas mal de marge. Et c'est là aussi l'avantage du personal branding qui est ma spécialité aujourd'hui, c'est qu'après, quand te veux toi, parce que tu as un style, une façon de faire, une expertise, une personnalité, des valeurs avec qui on veut bosser avec toi, bah en vrai, ça se trouve, le mec d'à côté, il est même plus fort que toi, mais tu peux être payé le double parce que c'est avec toi qu'on veut bosser. Parce que c'est avec toi qu'il y a tout ce process. Donc, il y a plein de façons d'augmenter son prix. Je dirais juste aujourd'hui, attention de ne pas être trop gourmand parce que euh, c'est comme un resto, en fait. En fait, quand tu as un resto qui se lance, tu as peut-être la meilleure cuisine que le resto qui est collé à toi, sauf que sa terrasse, elle est blindée. Et si ta terrasse, il n'y a personne, personne ne viendra à ton resto. Pourtant, tu peux dire, je suis meilleur, je suis génial, c'est même moins cher ou c'est cher. Non, en fait, ce qu'il faut que tu fasses en fait, il faut que tu aies du monde dans ta terrasse. Et à partir du moment où tu es blindé, tu peux changer ton menu, tu peux augmenter tes prix, etc. Mais il faut que tu te démerdes pour que tu aies du monde en terrasse. Et c'est tout le principe de quand tu démarres en freelance. À toi de te démerder pour avoir du monde en terrasse. Et c'est là où beaucoup, du coup, veulent se créer un book. Alors, on parle de book dans le milieu artistique, mais de manière générale, que ce soit photographe, vidéaste, etc. C'est tes premières missions pour afficher, j'ai fait ça, 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 ça. Nous, on l'a au tout début de la marque, c'est un peu ce qu'on cherchait, parce que on n'avait pas le budget qu'on avait aujourd'hui. Donc, on essayait de trouver un photographe, un vidéaste qui voulait bien prendre pas grand-chose, on va dire pour couvrir ses frais, voire gratuit, pour faire son book et que ce soit donnant-donnant et gagnant-gagnant. Toi, tu penses que ça, c'est une bonne façon de faire pour justement remplir sa terrasse au début? Moi, je pense que la meilleure chose à faire, moi, je suis toujours partisan de voilà la marque, la personne avec qui j'ai envie de bosser. Salut, voilà pourquoi je vais faire un truc gratuit pour toi. Je fais des tests, je me teste où j'ai besoin de mon book, où j'ai besoin d'évoluer un style. Je te fais une presta gratuite parce que voilà, j'ai besoin de ça, tu es transparent et tu le fais gratuit en fait. Tu brades pas tant ton prix. Parce qu'après, tu peux dire, putain, si la personne elle a vraiment kiffé, tu dis, bah ok, si tu as envie qu'on continue, voilà mon vrai prix. Après, tu veux pas continuer, c'est pas grave. Au final, on a fait un win-win, tout va bien. Si tu commences à dire, vas-y, je te fais un petit truc, c'est pas cher, etc., tu seras perçu comme quelqu'un de cheap. Et en plus, si la personne a envie de continuer, bah en fait, elle va dire, bah attends, tu m'as fait ça à 100 balles, pourquoi tu me demandes 500 maintenant, en fait? Bah ouais, mais c'était mon vrai tarif, en fait. Bah, et les gens, ils comprendront pas. Par contre, Ouais. si tu arrives et tu dis, ça, c'est cadeau. C'est cadeau parce que c'est toi, parce que j'aime ta marque, j'aime tes valeurs, et moi, j'ai besoin d'un truc, donc au final, on y gagne. Après, voilà, ça, c'est ma vraie valeur. Ma valeur, c'est 500. Mais je te le fais gratuit. Et c'est cool. Parce que, voilà, je pense que si tu es OK, voilà. Voilà comment je vois les choses. Mais il faut avoir les reins solides, il faut avoir un peu de trésor, et voilà comment ça se passe. Mais au début, tu n'es pas sexy. Le game d'un freelance, le vrai challenge, et ce qu'il doit faire, c'est être sexy. En fait, on n'engage pas un chômeur. C'est triste, hein. On va débaucher un mec qui est tendance, qui est stylé, qui est fort, etc. Donc, c'est à toi. Et c'est là encore l'avantage de la création de contenu, du personal branding. Tu peux te rendre sexy aux yeux des gens. Tu peux montrer que tu fais plein de trucs, que tu fais plein de missions. Après, les gens, ils ne savent pas hein, que tu sois payé ou pas. Oh, putain, Ouais. il a fait des photos pour un tel. Ah, il a fait telle vidéo. Elle est stylée. Putain, le mec, il n'arrête pas. Il se déplace, etc. Putain, je le veux lui. Plutôt qu'un mec qui attend, qui dit ah non, moi, je ne travaille pas en dessous de temps. Ah, mais tu peux attendre un an comme ça. Hein. Si moi, je vois que tu fous rien, c'est que tu fous rien. En fait. C'est que c'est chelou, en fait. Donc, rends-toi Donc, sexy. faut rends-toi sexy et remplis ta terrasse. Et si tu peux remplir ta terrasse de stars, du coup, c'est encore mieux parce que ça te rend encore plus sexy. Si je schématise, c'est un peu ça. Exactement. Si je reprends un peu les dates, en 2011, tu fais ton tour du monde et tu crées ton premier blog viséo.net. 2014, tu produis tes premières vidéos de blogueur voyage, notamment ce qu'on disait pour l'Office de tourisme de Brive. Tu entres dans le top 15 des blogueurs de voyage les plus influents au monde sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc ça, c'est en 2015. Et en 2017, tu as le prix du meilleur influenceur voyage au Travel d'Or. On peut se dire, et tu gagnes aussi le trophée de la vidéo touristique sur la Guyane. On peut se dire, ok, le mec, il a pété le game. Il a le boulot dont tout le monde rêve parce qu'aujourd'hui, c'est un boulot pour certains de rêve et beaucoup aussi pour cette jeune génération. Et puis après, tu te dis, bah, j'arrête, je change de métier. Ce métier de rêve, j'en veux plus et je fais autre chose. Comment t'en arrives là et comment tu t'expliques ça à ceux qui vont faire, mais je comprends pas.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu choisis une vie où tu as un métier passion, tu as un métier qui te fait vibrer, tu choisis une vie en fait où tu avances dans ta vie. Et j'ai pas arrêté mon métier d'influenceur voyage. J'ai évolué en fait. C'est ça que les gens, j'ai continué ma vie. Et qu'à un moment, comme dans tout chapitre, dans toute belle histoire, tu as déjà vu un film, toi, où tu arrives et les gens, ils sont heureux du début à la fin? Ou que le héros, il galère du début à la fin? Il y a un moment, il réussit son challenge, il y a un nouveau paradigme, et hop, il grandit, etc., etc. Il y a des chapitres comme ça. Et moi, c'est exactement ça, c'est que j'avais besoin de passer au chapitre suivant. Oui, j'adorais toujours aller en Repdon découvrir des plages paradisiaques méconnues, aller manger des homards grillés dans un petit boui-boui. J'ai une dédicace il n'y a pas longtemps de ce truc-là, c'était génial, tu vois, que j'ai fait dans une vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, genre, c'était une vidéo il y a 3 ans, tu vois, 3, 4 ans. Et donc, en fait, j'ai évolué. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose qui est ton rêve à un instant T, c'est plus que c'est nul après. C'est juste que tu as besoin d'autre chose. Et qu'il faut surtout, si tu acceptes cette vie-là, ne pas t'accrocher à quelque chose qui est acquis. Dans la vie, c'est fluide, c'est une rivière qui coule, tu vois. Il faut accepter d'être la petite feuille qui coule et qui, tu vois, qui esquive les rochers, qui se prend pas la gueule, qui se fait pas emporter par un tourbillon, ouais, qui est à flot. Et des fois, tu te prends un petit coup de bouillon, tu es dans une tempête, etc. Mais tu dois avancer, en fait. Et quand tu avances, bah, parfois, en fait, faut comprendre que bah, le ruisseau, des fois, il passe dans la forêt, puis il passe dans la plaine, puis après, il passe dans la ville. Et c'est comme ça que ça se passe pour aller vers ce dont toi, tu as besoin. Et il faut surtout pas te raccrocher et te dire putain, là, c'est cool. Ah, je me raccroche partout et la feuille, elle veut s'accrocher au rocher et boum, elle tombe en fait parce qu'elle veut être immobile et elle se fait emporter par le courant et tu te fais traîner vers le fond. Et en fait, à partir de là, quand tu as capté ça, en fait, que tout évolue, eh ben, il faut juste écouter toi. Et un chapitre, ça peut, comme je te disais au début, la valeur d'un chapitre, c'est pas sa durée, en fait. C'est comment tu le ressens. Ça aurait pu durer 3 ans, quand même, ça aurait pu durer 15 ans. C'est sauf que mon corps, à un moment, il m'a dit, il faut autre chose. Tu as besoin de construire, Ouais. Alex. Tu as besoin de construire. Là, j'étais dans un truc où je kiffais partager ma passion, je kiffais moi être ce que j'étais, grandir, apprendre, tu vois, tester des choses. Et là, je dis, ah, ok, il faut que je construise. Il faut que je construise une équipe, j'ai envie de construire un business, j'ai envie de construire, Inch'Allah, une famille. Mais pour ça, il faut que j'adapte mon quotidien. Et si tu veux faire quelque chose, tu vois, si tu veux perdre du poids et tu continues d'aller à McDo et Starbucks, ça va être compliqué en fait. J'ai rien du tout contre le fait d'aller chez McDo et Starbucks, même si je suis pas du tout fan de ces World Company. J'aimerais préférer d'aller manger un petit sandwich burger fait à côté dans un petit café qui est fait par le gars du coin. D'accord. Mais tu vois, c'est de se dire, il y a un moment donné, quand j'ai voulu être influenceur voyage, j'aurais pu reprendre, j'ai remis le costard, mais j'ai abandonné très vite pour être directeur de clientèle. J'ai dit non, en fait. J'ai économisé le moindre sou, je vais aller sur le canapé d'un pote, j'ai payé 200 balles par mois pour être là et économiser un max, et je me donne les chances. Et au moins, je n'aurai pas de regrets. Et au moins, je suis en mode, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Et du coup, et c'est ce qui m'arrive encore là, tu vois, cette transition, elle a duré presque 2 ans. Et là, tu vois, je suis ancré à Bali. Mais il y a 4 mois, j'étais dans la jungle amazonienne en Équateur. Et même mon associé me dit, tu sais, c'est cool que tu sois ancré parce que tu n'étais même plus un digital nomade, tu étais un digital aventurier. Et le mec, il gère son business depuis la jungle amazonienne entre 3 branches et 2 serpents. Et en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Et même si mon business s'est très bien passé en 2021, en vrai, par rapport à ce que je me dis j'aurais pu faire et ce que j'avais en tête, ben, il ne s'est pas passé comme ça. Et c'est normal, puisque mes actions n'étaient pas alignées avec mes objectifs. Donc, c'est ça, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? Écoute-toi. Il y a toujours une petite voix qui te dit ce que tu dois faire en vrai. Tu vois. Ouais. Toujours. Tu l'as, ce truc-là. Et c'est pas du jour au lendemain, tu dis putain, faut que je fasse ça. Hop, je le fais. Non, c'est une sensation qui est montée en moi, comme la sensation de choisir le moment où j'ai claqué ma dème de directeur de clientèle pour partir en tour du monde. C'est un truc c'est un frein c'est une espèce d'envie qui a monté pendant 6 ans où j'ai travaillé. Mais les 6 derniers mois, là, le vase, il se remplissait à une vitesse, mon pauvre. Et ben là, c'était ça. C'était pendant 6 mois, ça montait jusqu'au jour où un jour, j'ai pris ma cam. C'était un vendredi matin. J'étais dans ma douche. Je fais, en fait, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Et du coup, je me suis habillé, je pris ma cam. Je dis, ouais, j'arrête mon job de rêve. Et terminé parce que j'ai dû brûler mes bateaux. J'ai dû plus avoir de plan B parce que j'arrivais pas à dire non à un truc que je kiffais. Au meilleur job du monde, où on est à peine 10 à le faire en France et où tout le monde crèverait d'envie d'avoir celui-là. Mais en fait, c'était plus une question d'avoir le meilleur job du monde. C'était qu'est-ce qui fait du sens pour moi, en fait. Tu Ouais. vois. On en revient au centre, encore une fois. Exactement.
Et d'autant qu'aujourd'hui, tu le disais, tu voyages toujours. C'est juste que tu voyages différemment. Maintenant, on peut dire que t'es digital nomade, on Là, je suis l'appelle digital comme. nomade. Je suis posé là. Ouais, donc là, aujourd'hui, tu es à Bali. Demain, tu sais pas où tu seras. Mais voilà, maintenant, tu accompagnes les gens sous forme de personal branding, mais toujours en voyageant. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui revient souvent. L'envie de faire un taf, mais de pas être ancré à un endroit, de pouvoir le faire où on veut dans le monde. Alors, tous les tafs ne s'y prêtent pas, mais c'est un truc qui revient de plus en plus, cette demande. Mais, mais en fait, c'est aussi, et ça, tu vois, j'en reviens à la méthode introspection, ou l'introspection, pardon, je l'appelle comme ça parce que c'est ma méthode à chaque fois, mais quand tu as posé tes valeurs, tu vois, et tu veux savoir qui tu veux devenir, bah en fait, après, tu passes toutes tes décisions dans le filtre de tes valeurs et de la personne que tu veux devenir. Parce que des projets chamés, des opportunités chamées, il y en a des milliers en vrai. Surtout quand tu commences à avoir une vie qui est hors métro de boulot dodo. Tu vois des projets partout, tu te disperses, tu es partout à la fois. Et en vrai, il y a plein de trucs qui sont cool, mais qui font pas de sens. Et moi, je passe ça dans mon fil de est-ce que ça correspond à mes valeurs? Moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. La liberté d'être qui je suis, de bosser avec qui je suis, avec qui je veux, de me déplacer quand j'en ai envie, de faire ce que j'aime, tu vois. Euh, et deux, c'est est-ce que ce projet-là, une fois qu'il correspond à mes valeurs, est-ce qu'il me permet de me rapprocher de ma grande vision de qui je veux devenir? Oui, non. Oui, j'y vais. Non, j'y vais pas. Et une fois que tu as posé ça, et c'est pour ça que c'est archi important, c'est beaucoup plus simple en fait d'avancer dans ta vie pro, dans ta vie personnelle. Parce que c'est une espèce de garde-fou. Et des valeurs, en vrai, ça ne change pas. Qui tu veux devenir, ça peut changer. Et c'est ça qui te permet de peut-être justement de tous les 6 mois de faire ta petite introspection pour dire est-ce que je suis toujours sur le bon chemin ou pas? Est-ce que le filtre est bon? Est-ce qu'il faut changer le filtre? Tu vois? Pour que ce soit Ouais, c'est toujours clairement ça, c'est pertinent. être aligné avec ses valeurs, sinon on s'y retrouve pas. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le bonheur sans être aligné avec ses valeurs. C'est qu'en fait, tu es quelqu'un d'autre que toi-même. Et le côté est-ce que je peux me regarder dans une glace? Moi, je trouve que c'est assez vrai. C'est Mais c'est est-ce pas que une mode qui est assez encore à la mode, je trouve. Parce que non, ça il y en a reste de une plus en minorité, on plus. est d'accord. Non, il y en a de plus en plus, ce côté aligné, etc. C'est cool. Et tant mieux, c'est une minorité qui commence à être de plus en plus bruyante. Mais Ouais, malheureusement, sur les réseaux, ce qui vient, c'est ce qui correspond à la société, c'est l'instantanéité. Et ouais, l'instantanéité, qu'est-ce que tu vois sur les réseaux comme valeur? C'est du cash. C'est le cash. C'est comment tu fais 10 000 euros en 3 mois, dropshipping, truc, machin, crypto. C'est ça que les gens ils vont chercher. Sauf qu'ils n'ont pas compris que j'ai rien contre tout ça, mais c'est pareil, c'est un putain d'outil en fait. ouais. C'est un outil pour te rapprocher de ça, de qui tu veux être et de ce que tu veux accomplir et qui tu as envie d'être. Et si en plus, tu arrives, tu banques, tu peux banquer, tu vas banquer, peut-être 10K, 100K, 1 million, plusieurs millions, tant mieux. Et j'en ai rencontré des gens qui sont indépendants financièrement. Tu sais, c'est la grande mode. Je suis autonome financièrement, j'ai mes projets et voilà, je suis revenu passif, je suis tranquille. J'en ai rencontré un au Costa Rica, il n'y a pas très longtemps. Il y a un Québécois, il me dit ouais, moi, c'est pas ce que tu crois en fait, être indépendant financièrement. J'ai bien niqué le game en immobilier à Montréal, mais les mecs étaient perdus. Je dis, mais tu sais, en fait, t'as pas compris en fait en fait, tu as pris ton outil pour une finalité. Ouais. C'est parce que t'as pas de pourquoi, tu sais pas pourquoi tu voulais le faire. Et je fais, c'est pourquoi tu as envie ça? Bah, ouais, le mec, il savait pas trop quoi répondre. Je dis, ah, mais je pense que je vais me trouver, je pense que je vais faire un peu un stage de yoga, puis de plongée, et tout. Je fais, ah ouais, t'as pas compris en fait. T'as pas compris qu'en plus, quand tu commences à avoir une certaine aisance financière, c'est plus à propos d'argent ou à propos de toi directement. Parce qu'en vrai, tu peux tout te payer, tu peux tout faire. Et c'est à propos de qu'est-ce que tu rends, qu'est-ce que tu fais pour les gens, qu'est-ce que tu fais qui est plus grand que toi en fait. Et tant que les gens ils n'auront pas compris ça, ben, en fait, tu te retrouveras avec des millionnaires mal dans leur peau et des gens qui font semblant d'être heureux sur les réseaux et que c'est cool et qui sont pétés d'oseille et qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est ça le problème. Je dis pas que c'est pas bien de péter d'oseille, tant mieux, c'est génial. Mais si ça a du sens et si en plus tu peux faire quelque chose qui est plus grand que toi, et le plus grand que toi, ça peut être former d'autres entrepreneurs et give back ça, tu vois. Ça peut être, je sais pas, tu vois, je dînais avec un entrepreneur hier soir à Bali, super, super inspirant, un mec qui s'appelle Ismaël. Et lui, en fait, vu qu'il était hyperactif, il a été mis une espèce de, tu sais, les écoles techniques, où les Ouais. gens, où tu as vraiment des enfants qui sont mentalement et on va dire intellectuellement, ils n'ont pas les mêmes capacités que la plupart d'entre eux. Du coup, il fait mettre là-dedans parce que mal diagnostiqué, parce que il était presque au potentiel finalement quand tu es hyperactif, il faut être drivé différemment. Et ben lui, en fait, aujourd'hui, il fait des millions.
il est en train de mettre en place, lui, son schéma de vie, c'est de se dire, moi, je vais créer des écoles. Je vais créer des écoles pour ces enfants, une école spécialisée pour ces gens-là, en fait. Et c'est génial, en fait. Ouais. Ça, c'est cool, ça fait du sens. Le mec, il est là, il marche pieds nus, il s'en fout, et il veut banquer pour ça. Mais juste ça fait du sens. Ça, c'est intéressant. Sur ce que tu disais sur l'argent passif, etc., si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est un peu le cas sur les levées de fonds. C'est très à la mode. Les gens il y en a beaucoup qui veulent créer une entreprise et avant même de faire du chiffre d'affaires, ils veulent lever des fonds. La levée de fonds, c'est un moyen de faire le développement de ton entreprise, de faire de ton entreprise ce que tu as envie qu'elle soit. Mais en aucun cas, c'est une réussite, une finalité. Il y en a beaucoup qui le prennent comme tel. Et ça, enfin, dans le spectre de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui revient souvent et qui moi me chagrine. C'est non, une levée de fonds, c'est absolument pas une finalité. Si tu veux que ce soit ton moyen pour développer ton entreprise, oui, c'est pas le seul moyen, loin de là, mais pourquoi pas. Mais c'est surtout pas une réussite, quoi, une finalité. Non, et c'est un truc qui, au contraire, tu vois, moi de mon point de vue, qui est une autre version de l'entrepreneuriat, je cherche pas à monter une multinationale. Chercher des fonds, c'est que tu es zéro en fait. C'est que tu n'arrives pas à faire. Enfin, le but d'un business, c'est de faire rentrer de l'argent et d'arriver à ce que ton business tu fasses rentrer plus d'argent que tu en dépenses. Ouais. Et si en fait tu es là avec un super truc, mais que tu n'es même pas foutu de faire rentrer plus d'argent que tu en dépenses, pour moi, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans le business model ou dans l'approche. Alors évidemment, il y a plein d'entreprises. Et finalement, injecter des fonds pour avoir de la visibilité, pour avoir un certain matériel, avoir un certain niveau, une certaine taille pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Oui, je sais. Mais tu vois, pour moi, c'est de te dire, tu as vendu tu as filé une partie de ton capital à d'autres personnes. Tu as perdu, tu vois. Pour moi, tu as un peu perdu. C'est comme ça que je vois le truc. Enfin, mais parce que je suis mais parce que moi, c'est facile de dire ça parce que j'ai pas de stock. J'ai pas de, tu vois, il y a certaines choses dont j'ai pas besoin. Je suis dans l'infoprenariat, donc les marges sont très importantes comparées à d'autres secteurs. Donc évidemment, c'est facile pour moi de dire ça, mais pour moi, c'est perdre un peu. Tu perds ton truc. Enfin, tu lâches, tu lâches un morceau de chez toi quand même. Hein. Ouais, bah de ton bébé, quoi. Je partage et c'est pour ça qu'avec Ronan, on a toujours fait le choix de garder le capital tous les deux à 50-50. Quitte à freiner notre développement et on n'a aucun problème avec ça parce que notre but, notre sens de Lengo, c'est pas de devenir une multinationale demain. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'entreprises qui finalement vivent sur la trésorerie qu'on leur donne, mais ne sont pas rentables. Et pourtant, il y a X création d'emplois, mais elles vivent sur la trésorerie et pas la rentabilité. Et c'est vrai que bon, là, c'est l'ancien comptable qui parle, mais c'est vrai que j'ai du mal moi aussi à voir comment une entreprise peut vivre sans être rentable, c'est-à-dire que tu dépenses plus que tu ne gagnes, quoi. Mais c'est sur la trésorerie de plusieurs autres qui t'appartiennent pas. Bon, là, on divague un peu sur des sujets techniques d'entrepreneuriat. Je vois le temps qui tourne. On va terminer sur un petit jeu. On va ramener. Je kiffe les jeux. Et ben voilà, nickel. Et ben écoute, on va faire un petit jeu assez simple. Je vais te décrire une ville, donc il y en a 3. Je vais te décrire une ville et tu vas essayer de deviner de quelle ville on parle et de quel pays on parle. Et si, dans le même temps, une fois que tu as trouvé, si tu trouves, j'espère que tu trouveras, si tu as une anecdote à partager, et ben écoute, avec grand plaisir, sachant que, petit indice, c'est des villes où tu as été. Bon, en même temps, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où tu n'as pas été. Beaucoup plus que où je ne suis pas allé que où je suis allé, hein, c'est sûr. Oui, clairement. Donc, on commence avec la première. Donc, animé dans son paysage urbain par des rues commerçantes et bâtiments contemporains, il est impossible de ne pas distinguer son gratte-ciel en forme de bambou de 509 mètres de haut. La nuit, du haut de l'observatoire de cette tour emblématique, on peut apprécier les nombreux marchés nocturnes qui viennent illuminer à leur façon la ville par leur gastronomie de rue réputée. Moi, je dirais Taipei, mais c'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est ça. Taipei. Ouais, c'est Taipei. Putain, bien. Au début, j'hésitais. Je suis putain, il a été chercher Taipei. Comment il sait? Je suis ah ouais, bien. Bien. Parce que j'ai pas fait beaucoup de contenu sur Taïwan, donc je me suis dit, ok, bien. Très sympa Taipei. J'ai adoré Taïwan. C'est un sous-côté. C'est une espèce de mix entre la Chine et le raffinement japonais, avec pas mal de nature, parce qu'on voit que du bâtiment dans notre tête, mais est-ce que made in Taïwan? Top, canon. Super destination digital nomade. Mon associé y a été, Ronan, et pareil, il avait bien kiffé. C'est vrai que c'est un pays dont on entend peu parler d'un point de vue voyage. Et apparemment, j'en ai entendu bien de ceux qui ont été. Donc, bien joué, tu as réussi le premier. Le deuxième, je dirais un peu plus, même beaucoup plus facile.
connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale Rome? hispanique. Ah non? Non, 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 hispanique. colonial. Ah, Ouais, elle ah. est l'ancienne Ah, capitale Cusco? de l'Empire Inca. Cusco. Ouais. Cusco. Oh, Un ok. peu plus loin, il y avait Machu Picchu, mais tu vois, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et ouais, c'est Cusco. Ça va. J'y ai été. Avec Ronan, pour la petite anecdote, on est parti au Pérou plusieurs mois à 18 ans après le bac. On a travaillé pour une asso qui qui gère des crèches dans les bidonvilles d'Arequipa au Pérou. Et donc, on a aidé à construire une crèche et puis on a été logé en famille d'accueil. Et ça a été notre premier voyage. Moi, c'est la première fois que je prenais l'avion. Et ça m'a clairement marqué, ça m'a donné le goût du voyage et après j'ai fait ne penser qu'à ça. Et c'est là aussi on a découvert pour la première fois l'artisanat ethnique qui compose nos chaussures aujourd'hui. Donc le Pérou nous parle carrément. Est-ce que toi, tu as une anecdote sur Cusco ou le Pérou? Alors en vrai, la dernière anecdote que j'ai pris une sacrée timbale à Cusco en vrai, hein. Parce que on était sur le tournage de l'épisode de France 5 Tintin, et c'était justement sur le trésor Inca justement de l'album de Tintin, et le Temple du Soleil évidemment. Et du coup, on avait fini et c'était la dernière soirée et en fait. Bah, Cusco, c'est ça qui est ouf, c'est que tu as plein de ruelles et en même temps, il y avait à moitié des cérémonies dans les ruelles et on s'est laissé emporter. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau, c'est que c'est à la fois pittoresque et vivant, Cusco. Donc, tu as l'impression que tu es à la fois dans un espèce de décor de film, mais tu te retrouves dans des défilés, des fois cérémoniaux qui sont absolument incroyables. Donc, on a commencé à faire à la fête avec des locaux. On s'est pris une timbale avec les trois autres potes. Waouh! Et le lendemain, l'anecdote, c'est qu'on s'était promis avec mon pote Loris, qui est mon pote vidéaste, qu'on ferait un drone du matin à Cusco. Sauf que pour que la lumière soit bien, c'était assez tôt, on s'était couché assez tard, assez grammé. Et on s'est quand même levé. Et moi, je me suis levé avec lui parce que c'est lui qui pilotait. Je me suis dit, allez-y, on y va et tout. On l'a fait. Il l'a pas loupé. Il a bien filmé et tout. On l'a ramené, on s'est recouché. Mais on l'a fait. Et c'est absolument magnifique. Pour ceux qui arrivent à les retrouver sur mon TikTok ou sur mon Insta, il est posté. Il faut redescendre un petit peu sur mon feed. Mais le drone est absolument magnifique. Parce que Cusco, c'est vraiment une très très belle ville. C'est vraiment magnifique. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et on termine par une troisième qui est un peu plus compliquée à trouver. Encerclée par des sources chaudes, cette ville se distingue par son emménagement en bord de lac et ses sports de plein air. Parmi eux, Annecy? Comment? Annecy? Non, non, non. Ah putain, Parmi c'est là où eux, la j'habite. pêche à la navigation de plaisance. Son lac, véritable caldeira volcanique, comporte des vastes eaux qui s'écoulent dans des cascades spectaculaires au bleu cristallin. On peut accéder à ce spectacle de la nature par des sentiers de randonnée et des pistes cyclables. Fuck. Proche, on retrouve la réserve des cratères de la Lune. Qui suis-je? Putain, c'est à Lanzarote? Et non, c'est Non? Topo C'est en Nouvelle-Zélande. Taupo? Oh Ouais. fuck! Ah ouais, t'as été. Ok. Ouais, le dernier était un peu plus dur. Fallait bien qu'on finisse par un Non, petit. mais surtout que j'ai pas du tout fait ça à Taupo. Moi, j'ai fait du skydive. Fuck it. Donc après, ouais, ok. Ah, mais non, attends, Taupo, c'est. Ah non, je confonds. C'est pas Taupo qui a le skydive. C'est là où il y a vraiment la réserve avec l'image, avec, tu sais, le orange, le cratère orange-vert, non? C'est un peu ça? C'est là-bas, je Ouais. crois, hein. Tiens, j'ai un doute, je confonds peut-être de vie. Mais ouais, magnifique. Magnifique. Putain, attends, le mec, il a jusqu'à Ouais, Lanzarote. Ok, celui-là, j'étais c'est. ici, j'étais en mode en Europe. Je sais où est-ce que c'est en Europe et tout. Non, ok. Pas mal. On Un a 2 été sur chercher 3. loin celui-là. Ouais, 2 sur 3, c'est pas Et mal. Et ben écoute, on termine du coup avec ce jeu. Pour conclure, est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager à ceux qui nous écoutent, une anecdote, un conseil, voilà, une phrase, un mot de la fin? en fait, je pense que cette triste période de notre temps, c'est une incroyable opportunité de vraiment être honnête avec soi-même, en fait, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie de faire. On s'est retrouvé face à nous-mêmes. On ne pouvait plus trop se mentir. Il y a des réalités qui nous ont un peu fait face à la gueule. Et je pense qu'on n'a jamais été dans des circonstances aussi simples de pouvoir vivre une vie qui nous ressemblait, avoir un métier, de vraiment assumer qui vous êtes, d'être fier de ce que vous. C'est
La vie, c'est trop court. Demandez-vous sur votre lit de mort quelle histoire vous avez envie de raconter à vos petits-enfants qui sont à côté. Moi, j'ai fait ci. Ou est-ce que j'ai eu toujours peur toute ma vie, j'ai pas osé être qui je voulais, ou j'ai jamais osé monter ma petite entreprise ou claquer ma dème ou inversement. Un jour, j'ai pris conscience que, en fait, moi, ce qui me faisait vibrer, c'était ça. Et je suis parti à l'autre bout du monde et en fait, j'étais dans l'alpinisme et j'ai ouvert un refuge. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire. L'histoire, ça va vite. En fait, le temps, il va vite. Et faut pas avoir peur de vouloir raconter l'histoire, parce qu'en fait, on ne pourra plus revenir en arrière. Chaque jour, on écrit une page de notre histoire, de notre livre. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce qu'en fait, à chaque fois que vous prenez un risque, mais que vous y croyez, en vrai, la vie, elle est bien faite et elle vous amène exactement ce qu'il vous faut pour grandir. Et parfois, pour grandir, faut trébucher, il faut se ramasser, il faut se faire des bleus. Et quand on se redresse, on a franchi une marche. Et on est plus fort, on est plus grand, on est plus aligné. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous avez besoin de ressources pour justement aller sur ce chemin-là, allez jeter un œil sur viseoacademy.com. Il y a plein de ressources gratuites que je mets à disposition justement et je serais ravi de pouvoir avoir même un petit impact ou une petite aide sur ce chemin-là. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alex pour ton temps, pour cet échange que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Je pense que l'épisode sera hyper inspirant pour ceux qui l'écouteront. En tout cas, je l'espère. J'invite du coup tout le monde, tu l'as dit, à aller sur Viséo Academy. En espérant que la qualité a été bonne, je crois qu'à part une petite coupure sur la fin, on a été bon. Donc écoute, nickel. Encore merci Alex. Ouais, merci beaucoup Kevin. Merci pour l'invite. Plein de belles ondes à tout le monde. Avec plaisir. Allez, à plus. Salut. Ciao. Ciao.